Françaises, Français, je prends ici la parole pour vous raconter une anecdote. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans un supermarché en province, dans une petite ville de province, pour faire des courses comme tout un chacun. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir sur le terrain les effets de la décision de reconfinement de M. Macron et de son application par décret sous la haute inspiration de M. Castex et de M. Véran. Je vous conseille, je vous invite à regarder avec moi le spectacle assez inouï que j'ai découvert. D'abord, il y avait très peu de monde dans ce supermarché. Il est vrai qu'il devait être à peu près 17h30, 18h, mais il y avait vraiment très peu de monde. Mais les photos que j'ai prises en témoignent. Deuxièmement, regardez ce que j'ai vu. On voit par exemple ici un rayon de vêtements. On voit d'ailleurs au premier rang des vêtements pour bébés. On devine ici ou là des vêtements sur les rayons de part et d'autre. Et puis au centre, on voit une espèce de grosse masse sous plastique. Et on devine qu'il y a derrière des manteaux et des jupes pour femmes. Je me suis approché et j'ai vu qu'il y avait un écriteau qui expliquait que du fait des directives gouvernementales, eh bien, le magasin était contraint de refuser la vente de ces produits et qu'il s'en excusait auprès de sa clientèle. Je trouvais ça quand même tout à fait étrange. Pourquoi est-ce que l'on autorise de vendre des vêtements pour bébés, mais quand des vêtements pour femmes, on n'y a pas droit? Puis j'ai découvert que l'on retrouvait ça dans d'autres rayons, comme par exemple ici, où vous voyez que vous avez à gauche le rayon des chaussettes, qui est en vente libre, et à droite le rayon des pantoufles, des charentaises, des mules, des chaussons, qui lui est interdit à la vente. Alors si on se rapproche d'un petit peu plus près, on peut voir d'ailleurs qu'il y a des chaussettes qui ont l'air d'être tout à fait immunes de virus, mais semble-t-il que la charentaise ou la pantoufle qui est à côté présente tous les dangers. On se demande bien d'ailleurs en vertu de quoi ce serait un produit superflu d'acheter des pantoufles, mais qu'en revanche, ce serait tout à fait nécessaire de s'acheter des chaussettes. En général, les gens, quand ils achètent des pantoufles, ce n'est pas pour les mettre en décoration dans leur salon, c'est pour les utiliser parce que les précédentes sont arrivées à bout de course, enfin, il me semble. Bon. On est donc dans le domaine du délire général. Et j'ai continué à l'intérieur de ce magasin où il y avait d'ailleurs pratiquement aucun client. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ce rayon que vous pouvez voir avec moi, où vous avez une grande partie à gauche de produits qui sont des produits de bureautique, des papeteries, etc., des câbles de téléphone ou des câbles des prises USB, etc. Et à droite, vous voyez qu'il y a sous plastique, on devine qu'il y a des produits extraordinairement dangereux ou illégitimes qui sont des ballons. Alors je me suis approché d'un petit peu plus près et comme vous le voyez, il y a une espèce de mur de Berlin qui était créé entre ces deux rayons avec d'un côté on pouvait s'acheter une prise USB, de l'autre côté un ballon de foot, on n'y a pas droit. Et puis entre les deux, voyez ma photo, mystère et boule de gomme, on ne sait pas quel est le sort des balles de tennis fluorescentes. Est-ce qu'elles sont porteurs du Covid-19 ? Est-ce que c'est un luxe sardanapalesque de s'offrir des balles de tennis ? On ne le sait pas. Je me permets d'ailleurs au passage de signaler qu'en ces temps de confinement, si on a des enfants, notamment des garçons qui ont 12-13 ans, c'est pas forcément mal en province de leur offrir un petit ballon pour qu'ils puissent donner des coups de pied dans un ballon. Bon. Sinon, ils vont faire quoi? Puisque par ailleurs, les livres sont également interdits à la vente. Poursuivant mon exploration de ce supermarché, je découvre que les Rocher Ferrero sont en vente libre. C'est un progrès. Mais qu'en revanche, le rayon juste à côté, vous avez d'un côté des produits ménagers pour des dégraissants qui, eux, sont en vente libre. Et en revanche, au-delà, des choses qui sont absolument interdites, ce sont notamment des cadeaux. Paraît-il qu'offrir des cadeaux à des enfants, c'est totalement superflu. On croit rêver. On croit rêver parce que comment peut-on expliquer
à des enfants que Noël, ils vont pas avoir de Noël. C'est quoi le mode d'emploi? Par ailleurs, il n'y a pas que Noël. Il peut y avoir aussi des enfants dans la Nièvre qui sont nés le 11 novembre, le 12 novembre, le 15 novembre, le 17 novembre et qui attendent d'avoir un petit cadeau pour leur anniversaire. J'ajoute que lorsque l'on habite dans la France profonde, en campagne, je pense à des agriculteurs, je pense à des paysans, je pense à des petits commerçants, etc., et qui ne vont pas forcément dans la sous-préfecture qui est à 30 kilomètres de là. Et donc, le supermarché de ce village qui fait à peu près 3000 habitants, c'est un petit peu le poumon du commerce. Donc on fait comment? Sachant que d'ailleurs, les personnes âgées ne maîtrisent pas bien Internet pour passer des commandes. Enfin bref. Tout ça pour dire que lorsque je me suis retrouvé devant cette situation, je me suis dit honnêtement que la France était en train de devenir complètement dingue. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors je sais bien pourquoi. Hein. Il paraît que donc comme on a fermé les petits commerçants et pour ne pas pénaliser les petits commerçants, du coup on a décidé de pénaliser les supermarchés à la même hauteur que les petits commerçants. Enfin, c'est une histoire de dingue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé le commerce chez les petits commerçants? Quitte à demander à ce que les gens entrent par 1 ou 2 personnes maximum dans la boutique, en s'essuyant les mains avec du gel hydroalcoolique et un masque, si on veut. Bon, on peut très bien maintenir les commerces. Il ne faut pas exagérer. Les petits commerces qu'on est en train d'entraîner à la ruine. Et comme le gouvernement n'ose pas très bien sait pas très bien comment répondre, il a inventé cette histoire, mais qui est ubuesque. Je vous assure que s'il y a encore 1 an, on nous avait expliqué qu'on allait voir ça, les gens auraient dit non, c'est une blague, vous êtes complotiste, vous êtes conspirationniste, quoi, un rayon dans lequel on ne pourrait pas aller chercher des pantoufles alors qu'on peut acheter à côté des chaussettes. Non, mais vous racontez n'importe quoi. Et pourtant, cela existe. Alors, quand j'ai vu ça, je ne savais pas s'il fallait en rire ou en pleurer. Et comme je suis plutôt d'humeur souvent un peu taquine et joyeuse, ça m'a rappelé un souvenir d'un film que j'avais beaucoup aimé quand j'avais 14 ans, ça remonte à déjà un certain temps. C'était un film qui est sorti en 1971, un film américain, parce que ça m'arrive aussi d'aimer les films américains. C'était un film de Woody Allen, vous savez, qui est ce réalisateur et acteur à la fois de new-yorkais qui parfois a fait des films très drôles. Et ce film s'appelle Bananas. Beaucoup de gens l'ont un petit peu perdu de vue, mais c'est un film très drôle qui racontait la prise de pouvoir dans une république d'Amérique centrale appelée la République de San Marco. Ça racontait la prise de pouvoir par une espèce de Che Guevara ou de Fidel Castro local, une espèce de révolution. Et alors, comme vous allez le voir dans la scène que vous allez voir, ce révolutionnaire donc prenait le pouvoir dans la ville de San Marcos et sur les marches du palais présidentiel, après que le président légitime avait été assassiné, il annonce ses premières décisions. Et les décisions qu'il annonce au peuple de San Marco, c'est premièrement, on est en Amérique centrale, que tous les habitants de la République de San Marco doivent parler le suédois. Deuxièmement, qu'ils doivent tous changer de sous-vêtements toutes les demi-heures. Et pour que l'on puisse vérifier, que la police politique puisse vérifier si c'est le cas, eh bien que les sous-vêtements doivent être portés au-dessus des vêtements. Regardez cet épisode qui est quand même extrêmement cocasse. Hear me. I am your new president. From this day on, the official language of San Marcos will be Swedish. Silence! In addition to that, all citizens will be required to change their underwear every half hour. Underwear will be worn on the outside, so we can check. Bon, voilà, excusez-moi, mais moi j'en ris encore. Voilà, même ça m'a rappelé un fou rire que j'avais eu quand j'avais 14 ans. C'est la tyrannie elle-même, c'est-à-dire qu'un dictateur prend des décisions ubuesques et donc la population est obligée d'accepter. Ben voilà, ça m'a fait penser à ça. Ça n'est pas raisonnable. On n'est pas dans une situation comme ça par raison. Le gouvernement, alors il y a deux possibilités. Soit le gouvernement est complètement délirant. Parce que moi je suis d'avis, soit on ferme tous les commerces, soit on ouvre tous les commerces.
Et puis on exige éventuellement des mesures de distanciation et pas plus de 2 personnes dans un petit commerce, par exemple. On peut le faire. Bon. Et si un supermarché est ouvert, on autorise les gens d'aller dans tous les rayons. Parce que c'est vraiment de la dictature complètement délirante. C'est une espèce de technocratie sans âme. Et à côté de la plaque, de décider forfaitairement que c'est superflu de s'acheter une paire de pantoufles ou bien de s'acheter un manteau alors qu'on en a besoin. Donc la première hypothèse, c'est que le gouvernement est dépassé par les événements et fait n'importe quoi. Mais il y a une deuxième hypothèse. Et moi, c'est la deuxième hypothèse qui m'inquiète. C'est que, sauf à se considérer que le gouvernement soit un gouvernement complètement peuplé d'imbéciles et d'incapables, ce que j'ai quand même un petit peu de mal à croire, il y a une deuxième hypothèse qui est beaucoup plus grave. C'est que ce serait des décisions qui seraient volontairement complètement délirantes. C'est-à-dire que ça appartiendrait à ce que certains appellent les psy-op de l'anglais, c'est-à-dire des opérations psychologiques visant à détruire tout esprit de résistance et de rationalité dans la population. Il y a quelque chose qui m'a donné à réfléchir en ce sens, c'est la réaction d'une boulangère d'un petit commerce local qui me disait, en parlant à la fois de la Covid, des restrictions, en parlant aussi de ce qui se passait aux États-Unis, en parlant également des attentats islamistes, etc. Et cette femme me disait, avec beaucoup de bon sens populaire, elle me disait, de toute façon, on comprend plus rien. On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce que on peut se demander si l'objectif du gouvernement, c'est justement ça, c'est qu'on ne comprenne plus rien. Les gens ne savent plus ce qui est autorisé, ce qui est interdit, les justifications qu'il faut produire, les attestations de déplacement. Est-ce qu'on a droit à 1 kilomètre, à 900 mètres, à 1,5 km? Est-ce que l'on a le droit d'acheter un ballon? Est-ce qu'on a le droit de faire un cadeau à son fils ou à sa fille dont c'est l'anniversaire? Est-ce que l'on va pouvoir aller voir ses parents ou avoir un Noël? Les gens n'y comprennent plus rien. La seule chose qu'ils savent, c'est que si jamais ils tombent dans les mains de la maréchaussée, ils risquent de se ramasser 135 € d'amende. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que ça favorise chez l'être humain, et il y a eu des quantités d'opérations, de tests psychologiques qui ont été menés, ça favorise 2 types de réactions chez les humains. Il y a un type de réaction qui consiste à entrer en résistance. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas être assujettis à des contraintes délirantes, qu'ils ne comprennent pas, qui sont d'ailleurs inapplicables. Et donc vous voyez en France, je ne sais pas à combien on peut chiffrer ça, mais peut-être 10, 15, 20% de la population qui, dès qu'elle le peut, ne met pas de masque, qui oublie volontairement ou pas de remplir des attestations de déplacement, je connais des endroits où il y a des restaurateurs, des petits commerces qui font entrer leur clientèle par derrière, par la cour, pour les servir, voire pour leur servir un repas, parce qu'ils en ont marre d'obéir à Uburoy qui impose des décisions dont d'ailleurs il n'est absolument pas prouvé qu'elles aient quelques conséquences positives que ce soit, puisque ce reconfinement, maintenant, ça va faire quand même une bonne dizaine ou douzaine de jours qu'il existe. On voit continuellement, paraît-il, le nombre de personnes contaminées augmenter. Donc ça, c'est la première réaction, une réaction de rébellion. Mais elle est minoritaire et la masse de la population accepte. Elle accepte en fait qu'on l'amène à l'abattoir, elle accepte de ne plus réfléchir, de ne plus raisonner. C'en est au point que je pense que si, comme dans le film Bananas, Macron se mettait d'un seul coup une barbe et puis le chapeau de Fidel Castro ou de Che Guevara, et si d'un seul coup on nous demandait, je ne sais pas quoi, moi, de se mettre en maillot de bain au mois de décembre sur la place du village pendant 1 heure parce qu'il paraît que ça chasse le coronavirus, il se trouverait malheureusement des Français qui le feraient. On verrait tout un village comme ça en maillot de bain par 0 ou 2 degrés, et parce que c'est la directive gouvernementale moyennant quoi on doit payer 135 € si on ne s'y plie pas. On est donc en train de tuer l'esprit critique, le bon sens, la rationalité chez une partie de la population. Comme si l'objectif final, au bout du compte, était d'amener les gens à une situation tellement insupportable, tellement invivable,
qu'elle était prête à tout accepter et, par exemple, accepter un vaccin obligatoire. Puisqu'on entend quand même beaucoup parler, je crois même que c'est au Sénat que ça commence à être envisagé, de vaccins obligatoires. D'ailleurs, l'Indonésie a déjà décidé d'un vaccin obligatoire pour la Covid-19. Le problème, c'est que le vaccin, il n'existe pas, même si on a eu une annonce de Pfizer et de BioNTech, américains et allemands, qui ont mis au point un vaccin qui, paraît-il, comme le vaccin russe, serait efficace à plus de 90%. On me permettra de noter au passage que les Allemands ont donc fait affaire avec des Américains et donc le fameux projet de Macron, l'Europe de la santé, les vaccins européens, c'est encore une fois du pipeau. Les États-Unis et l'Allemagne se sont entendus sur le dos de la France. Mais on va quand même vers des décisions qui pourraient être, au bout du compte, le vaccin obligatoire. Et je voudrais ici attirer votre attention sur quelque chose qui ne cesse que de m'inquiéter. Bien entendu, ce sont les rumeurs sur l'origine de la Covid-19, de ce virus. Je me rappelle qu'au mois de mai-juin de cette année, lorsque certains évoquaient une origine humaine du virus, qu'est-ce qu'on n'entendait pas ? Enfin, c'était l'abomination de la désolation, complotiste, conspirationniste, délirant, etc. Bien entendu, ce sont les populistes et les fachos qui veulent nous faire croire ci et ça. Enfin, tous le même genre de discours qu'on tient contre Trump, qu'on tient... Bon. Même il s'est trouvé le prix Nobel de médecine qui a découvert le virus du sida, le professeur Montagnier, qui a un certain âge, mais qui n'a quand même pas perdu tous ses synapses. Il est quand même pas comme Joe Biden. Il confond pas sa petite fille avec son fils décédé il y a 5 ans. Le professeur Montagnier a dit publiquement qu'il y avait dans le virus, le coronavirus, le SARS-CoV-2, il y avait des morceaux d'ADN qui étaient ceux du virus du sida, du HIV. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Et puis, j'ai fait un article il y a une dizaine de jours, à la lecture d'un dossier du CNRS qui venait de paraître. On découvre maintenant que, effectivement, il y a dans ce virus des passages d'ADN qui sont très très surprenants. Certains rappellent ceux du virus du sida, d'autres rappellent d'autres virus. Et le papier du CNRS que j'ai mis en ligne sur le site de l'UPR était formel. Il disait qu'on ne pouvait pas bâtir un vaccin efficace tant que l'on n'aurait pas découvert l'animal hôte, comme on dit, c'est-à-dire qui aurait fait la transition entre la chauve-souris, puisqu'il paraît que c'est la chauve-souris qui est le réceptacle mondial numéro 1 de tous les virus possibles, qu'il en aurait 500, je sais pas quoi, chez les chiroptères, mais il faut ensuite un animal qui assure la transition à l'homme. Et cet animal hôte, on a pensé que c'était peut-être un pangolin. Maintenant, on parle de vison, etc. On a parlé de singe, mais pour l'instant, personne ne l'a trouvé. Et le document du CNRS disait qu'il ne fallait pas exclure que ce virus avait été fabriqué par l'homme. Et je vois depuis quelques jours les mêmes médias qui traînaient dans la boue, ceux qui évoquaient l'hypothèse que ce virus soit de fabrication humaine, qui commencent maintenant à faire des articles très nuancés en disant finalement c'est une hypothèse envisageable, c'est une hypothèse possible. J'ai de l'expérience, je pense que ça acclimate l'opinion publique à ce que l'on nous annonce peut-être dans 15 jours, 3 semaines ou 2 mois, qu'en définitive, effectivement, c'était un virus qui était à l'essai par l'INSERM, soit à Paris, soit à Wuhan en Chine, au fameux laboratoire P4, et que par mégarde, il se serait échappé. On en est là, et donc ça veut dire que le vaccin, pour l'instant, moi je me demande comment on peut être assuré qu'un vaccin est fonctionnel dans la mesure où on ne connaît pas encore l'animal hôte. Ce qui est encore plus grave. On a appris ces jours-ci qu'il est possible de faire des vaccins qui peuvent être repérés sur la peau parce que ce sont des vaccins qui produisent des effets fluorescents. Et donc si vous approchez un appareil en particulier, vous pouvez voir si la personne a été ou non vaccinée. On apprend par le même article que cet effet fluorescent serait dû notamment à l'injection dans le vaccin de nanoparticules qui auraient pour effet notamment de rendre ce vaccin fluorescent, donc repérable
depuis l'extérieur. On en arrive donc petit à petit, doucement mais sûrement, à acclimater l'opinion publique dans le fait que finalement, c'est un vaccin qui pourrait bien être d'origine humaine et que finalement, dans le vaccin, il pourrait bien être obligatoire et que finalement, on pourrait surveiller que tout le monde a bien été vacciné et puis que finalement, il y aurait à l'intérieur des nanoparticules qui permettraient de le vérifier et puis que finalement, les nanoparticules pourraient contenir des informations. C'est-à-dire que progressivement, ces informations, ces doutes, ces suspicions qui étaient jugées absolument scandaleuses, de la folie, Frankenstein, etc., il y a encore 6 mois, progressivement, on a l'impression qu'on est en train d'acclimater l'opinion publique. Alors c'est évidemment exceptionnellement grave. Je rappelle que dès 2011, c'est-à-dire il y a 9 ans, le programme que j'avais présenté en 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, à laquelle je n'avais pas pu participer puisque je n'avais pas eu les parrainages nécessaires, mais nos programmes de 2011, il y a 9 ans déjà, indiquaient que si nous arrivons au pouvoir, nous prendrions l'initiative, au niveau planétaire à l'ONU, d'interdire le puçage des êtres humains. Quand je dis puçage, c'est non seulement des puces RFID à l'intérieur de la peau, comme ça se pratique malheureusement dans certains pays nordiques, je crois en Suède, mais aussi en Australie, aux États-Unis. Ça se développe. Mais aussi, ça pourrait être un puçage, non pas avec des puces RFID, mais avec ces fameuses nanoparticules invisibles. Voilà. Alors, je sais bien que tout ceci avait fait ricaner à l'époque les médias, qui avaient dit que je délirais. Maintenant, c'est plus une question de délire. Si il n'en est pas question, tout le monde trouvera normal que la France prenne cette initiative. Maintenant, si les médias font silence là-dessus, et si on continue à brocarder cette idée tout en promouvant un vaccin, c'est qu'il y a anguille sous roche. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que le flicage de la population est en route et même très bien parti. Le gouvernement a fait savoir récemment qu'il paraît que lors du confinement, du premier confinement, il n'y avait que 30% du trafic normal sur les routes de France et autoroutes et à l'intérieur des villes, et que là on serait plutôt à 70 ou 80% de la circulation normale du fait qu'il s'agit d'un confinement plus léger. Mais d'où viennent ces statistiques ? Elles viennent du fait que désormais nous sommes fliqués à la fois par nos cartes bancaires, par notre téléphone portable, par nos connexions sur des applications comme l'application Waze par exemple, et donc nous sommes de plus en plus fliqués. Donc ça n'est pas un monde invraisemblable que je décris, c'est le monde qui existe d'ores et déjà. Sauf que là, la gravité, c'est qu'une fois qu'on nous aurait injecté ça dans le sang, on serait à vie fliqué sans possibilité de pouvoir s'en sortir. Et donc moi, je suis effaré, effrayé par cette civilisation qui n'en est plus une, démoniaque. Enfin, même George Orwell dans 1984 n'avait pas imaginé ça. Et je suis effaré par le silence de plomb que respectent tous les autres partis politiques. Personnellement, je ne veux pas, puis que ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes amis, ni mes proches, ni les adhérents de l'UPR, en tout cas que personne ne soit vacciné avec des vaccins dont le contenu ne serait pas parfaitement clair, parfaitement indemne de puces électroniques, de nanoparticules. Je ne le veux pas. Et je pense que c'est un des grands sujets des mois, des semestres, des années à venir, puisque ce qui se cache au bout du compte, c'est l'humain. C'est est-ce que les êtres humains vont être pucés comme des animaux et peut-être bientôt comme des machines. On est au bord du basculer dans le transhumanisme ou dans des choses qui peuvent nous entraîner dans un monde absolument démoniaque. Voilà. Donc, je suis personnellement scandalisé de constater que aucun parti politique n'évoque cette question. L'UPR l'évoque, et c'est pas pour surfer sur l'opinion publique. C'est depuis 2011. Ça fait 9 ans que nous le disons. Je comprends effectivement que les médias ne veulent pas me donner la parole, mais la parole, elle est à vous. Et si vous ne voulez pas, comme moi, de cet univers-là, il n'y a plus qu'une seule solution. Mobilisez-vous, faites connaître toutes nos analyses, et puis adhérez en masse à l'UPR, afin que nous imposions notre volonté à ceux qui veulent nous transformer en robots, sinon
pire. Vive la République et vive la France.